Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Nous sommes en direct tous les vendredis, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité IMO. Nous sommes avec Marie-Cœur de Roy. Bonjour chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec notre confrère Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef propriété du Figaro. Et puis nous sommes avec Monsieur L'Adresse. Brice Cardi. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine. Le président du réseau L'Adresse. Gros programme. On va parler DPE, on va parler Jeux Olympiques, on va parler PTZ, on va également parler transformation de bureaux en logement. Nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. On est en direct, vous nous écrivez direct@bfmbusiness.fr ou encore en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Marie, par quoi commence-t-on ? C'est la tradition, on va faire un petit état des lieux du marché, puis ça tombe bien parce qu'on a eu tout un tas de chiffres comme chaque semaine, entre la FNAIM, les notaires, les chiffres du logement neuf, tout ça. Donc je vais commencer par regarder Olivier. Bon, on en est où de ce marché de l'immobilier ? C'est un marché qui va un petit peu mieux. Il y a des signes en fait des indicateurs de bonne confiance, on va dire, après une année 2023 qui a été extrêmement difficile sur le front de l'activité. Il y a des indicateurs, alors au-delà des chiffres, je notais sur différents réseaux, on parle de frémissement, on parle de signes d'amélioration, on parle de marché plus favorable aux acquéreurs, notamment évidemment la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, donnait des chiffres cette semaine. Elle indiquait quand même qu'elle était, on va pas dire pessimiste, mais en tout cas prudente. Elle envisage 800 000 transactions cette année, c'est quand même 10% de moins on était par quoi, rapport donc on a fait 870 000, c'est ça ? 850 000, 870 000, c'est-à-dire moins. Mais il y a, alors on a eu depuis le début de l'année en fait des indicateurs au vert, en fait sur cette confiance qui est revenue, les taux d'intérêt qui ont commencé à baisser, qui se stabilisent maintenant. On a eu des conditions de crédit qui se sont détendues, on va dire que ça va mieux de ce côté-là. Maintenant, la baisse de prix, elle est effective, mais elle n'a pas lieu partout et pas au même rythme. La seule chose, c'est sur la conférence des notaires hier du Grand Paris. Alors même s'il faut prendre ça avec prudence, parce qu'on est sur des écarts quand même, sur les actes authentiques de vente, à Paris, ça baisse vraiment. Moins 10%, quasiment sur une année. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Là, on revient sur 5-6 ans en arrière. On a des arrondissements, notamment dans l'Est parisien, qui baissent vraiment. Dans le 19e, on est sous la barre des 8 000 €. Mais même à La Chapelle, je regardais ce que disaient les notaires du Grand Paris. Olivier, il disait on est à peine à 7 000. De mémoire, 7 090 € du mètre carré dans le quartier La Chapelle. C'est-à-dire que potentiellement, au rythme où vont les choses, parce qu'ils anticipent une poursuite de la baisse des prix, on pourrait repasser sous les 7 000 € du mètre carré dans les quartiers les moins chers de Paris. Oui, et parallèlement, on a Saint-Germain-des-Prés qui est à 14 000 € du mètre carré. Alors, Notre-Dame, 18 000. Les notaires disent que c'est à cause ou grâce, on va dire, aux étrangers, aux Américains. Il y a un gros effet Émilie Paris, ça Saint-Germain-des-Prés. Oui, aussi. Donc on est à 14 000 € du mètre carré. Vous êtes à 8 000, 7 000, effectivement, dans l'Est parisien. Donc un écart, près de 10 000 € d'écart au sein d'une même ville, quand on parle de fracture de territoire. À Paris, il y a vraiment des fractures. Et puis, petite couronne, on manque de maisons à vendre, de moins en moins, et on est sur des baisses importantes, 47 000 ventes de maisons et d'appartements en moins sur un an en Ile-de-France. C'est dingue. Vous, Brice, alors là on parle du bilan, on en parlait un peu hors antenne avec Olivier, parce que on sait que les notaires sont le juge de paix, mais le problème c'est que du coup, pour pouvoir agglutiner toutes les datas, on les a souvent à rebours. Donc là on parle de l'année 2023. Or on sait qu'il se passe quelque chose quand même depuis le début de cette année 2024. Chez vous, Brice, ça se passe comment depuis le début de l'année là ? Est-ce que ça frétille aussi chez vous ? C'est marrant parce qu'Olivier m'a enlevé le mot de la bouche, le mot frémissement. Alors je rebondis en effet sur... ça frémissait, j'aime bien le prix. Non, plus sérieusement, en effet, la FNAIM s'est exprimée avec, notamment, moi j'aime bien tout ce qui est un peu marketing, naming, etc. Elle s'est exprimée avec le nom anatomie d'une chute, et plus d'actualité avec l'actualité cinématographique. Donc clairement, aujourd'hui, on sent le retour. Il y a quand même de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est d'abord, on sent le retour des primo-accédants. Et ça, c'est pas une sensation, comme vous le disiez. Les notaires analysent des signatures, mais que généralement comptent 3 mois en règle normale. Ces derniers temps, avec la lenteur de toute la filière qui est grippée, les DPE, les notaires, etc., on est plus sur une moyenne de 4 à 5 mois. Donc on va dire que les chiffres des notaires, sans vouloir avoir un propos mal placé à l'égard de cet acteur incontournable, ont pratiquement 5 mois de retard. Si on analyse les chiffres là du réseau L'Adresse sur janvier et février, clairement, on sent qu'il y a plus de visites, plus d'offres, et on sent qu'il y a le retour en effet des primo-accédants.
On sent également, et ça confirme ce qu'on s'était dit il y a quelques mois, que c'est justement l'opportunité de pouvoir visiter et faire des offres sur des biens sur lesquels parfois on appelait toujours trop tard, notamment les maisons. Et toujours le même constat. Ce qu'on a constaté sur 2023, c'est finalement les ventes qui se sont réalisées, c'est toujours le même scénario, ce sont les ventes qui se sont réalisées avec un prix moyen inférieur à 200 000 euros. Donc finalement, les cartes ont été rejouées depuis cette période aussi inédite et singulière qu'est le confinement. Les grandes agglos, finalement, ont été un petit peu là qu'on a revu, notamment avec Paris. Ça montre une fois de plus par rapport à ce qui était dit sur le marché parisien qu'on n'a pas besoin, j'insiste, on n'a pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de dispositifs contraignants. Les Français et les Françaises savent très bien défendre leurs intérêts par le biais, 2 fois sur 3, un peu plus, par le biais d'un professionnel aguerri. Bref, tout ça pour dire que donc le véritable constat qu'on a eu sur 2023, c'est qu'il a été très compliqué de faire entendre raison auprès des vendeurs quand il a fallu consentir une baisse de prix de 10% sur un bien à 500, 600 000 euros. Ça fait beaucoup plus mal que sur un bien à moins de 100 000 euros. Idem sur l'apport. Quand on a demandé 30% d'apport aux acquéreurs, c'est plus compliqué de trouver 150 000 ou 200 000 euros que de trouver 20 ou 30 000 euros. En revanche, même si sur les grandes surfaces, les prix à plus de 500 000 euros, je donne un exemple très concret parce que, comme vous le savez, l'adresse est une coopérative. Moi, j'ai donc des agences en propre, notamment une à Vitry. Et bien à Vitry, là où la denrée rare, c'était la maison à peu près à 500 000 euros, aujourd'hui, il y a une quinzaine de maisons qu'on a en stock qui ne sonnent pas. Parce que justement, certains vendeurs, alors pas tous, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que certains vendeurs ont compris, sont beaucoup plus à l'écoute grâce à des médias comme le vôtre, mais il y en a certains en effet qui ne peuvent pas comprendre qu'en l'espace de à peine 12-18 mois, leur bien a perdu plus de 10%. Et alors j'ai une inquiétude. Et j'ai une inquiétude justement là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, ça a été compliqué de convaincre les vendeurs que le marché s'était retourné. Là, on sait que ce qui provoque ce frémissement. Depuis le début de l'année, c'est essentiellement les conditions d'emprunt qui se sont assouplies. La corollaire de ça, c'est face à l'assouplissement des conditions d'emprunt, une légère baisse de taux. Est-ce que je ne vais pas avoir encore plus de mal, moi, agent immobilier, à convaincre les vendeurs de corriger les prix? Moi, plus c'est dur, plus je trouve que c'est bien, parce que quelque part... Non mais c'est un métier, il faut aussi, bien sûr. Non mais clairement, on sort de 7 années consécutives d'un marché ultra dynamique. Je ne veux pas être... C'est facile en fait. Je vous remercie de l'avoir dit à ma place. Beaucoup en ont profité. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont installés sur ce marché en pensant que c'était un métier facile. Là, 2023, ça a été une année, on a revu les fondamentaux, on s'est rappelé que c'est un vrai métier, que c'est compliqué, qu'il faut rassurer, etc. Aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que l'annonce qui est plutôt positive, et en effet, on ne citera pas la banque, mais il y a quand même des banques, dont une, qui a mis le paquet en disant on prête à un Français sur 4 pour son acquisition, et à la fin, j'ai bien adoré le tampon qui dit oui, on rigole pas, c'est maintenant, on prête maintenant. Donc on sent clairement que les banques, elles ont fermé les robinets à double tour en 2023, et qu'elles sont en train de réouvrir les vannes, parce qu'il va bien falloir reconquérir des nouveaux clients. La difficulté aujourd'hui, c'est la confusion et l'amalgame que peut avoir un vendeur en disant non, me dis pas n'importe quoi. Tout le monde dit que ça repart, que les banques reprêtent, etc. D'où, une fois de plus, la capacité à maîtriser avec des choses qui soient objectives et factuelles pour faire entendre à ces vendeurs, oui, mais attention, à juste mesure. L'exemple est toujours le même. Aujourd'hui, en France, la vente moyenne d'un bien se fait à peu près 300 000 euros. Gardons le chiffre de 300 000 euros. En 2021, pour pouvoir emprunter 300 000 euros, un foyer devait gagner 4 000 euros. On garde toujours le même foyer qui gagne 4 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, à 4%, ce même foyer peut emprunter 225 000 euros. S'il y a baisse, et il va y avoir une baisse sensible des taux, il faut bien expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que 0,5 de baisse des taux, c'est que 10 000 euros de capacité d'emprunt. Si tant bien même, on avait un scénario extrêmement positif et qui fait que fin d'année, au début d'année prochaine, on gratte encore 0,5. En gros, on est à 3%. Si en fin d'année, on est à 3%. On est à 3%. Oui, et 3%, c'est 20 000. 20 000, ça nous amène à 245 000. 245 000. On n'est toujours pas à 300 000. On est passé de moins 25% à moins 19%. Donc on n'y est toujours pas. Donc c'est là, une fois de plus, qu'il faut maîtriser le discours. Nous, on a développé des outils au sein du réseau de l'adresse pour pouvoir apporter des images dynamiques sur chacun des biens. C'est-à-dire que demain, vous venez chez nous, vous vendez un bien et vous êtes convaincu de l'estimation à 340 000 euros, mais nous, on vous convainc que c'est pas 340 000, c'est plutôt 310 000 euros. On va pas vous le dire avec le doigt mouillé en l'air, on va clairement vous apporter une image avec tout ce que je vous raconte, qui est remis en temps réel, qui est synchronisé, et qui vous montre bien que si tant bien même on a l'acquéreur qui est finançable,
aujourd'hui, dans sa capacité d'emprunt, s'il passe par la case crédit, c'est pas 340 000 euros, c'est plutôt 310. Alternativement, pardon, allez-y. Non, en fait, l'envie et le besoin, ils sont toujours là. On a un problème de solvabilité, en fait, de la demande. Il faut bien avoir en tête que dans les mouvements haussiers de hausse des prix, c'est tous les biens, en fait, qui augmentent. Ceux qui sont bien situés, comme ceux qui sont mal situés, ou qui ne sont pas zéro défaut. Par contre, quand ça baisse, quand les prix baissent, oui, ils baissent pour ceux qui sont loin des transports, qui ont besoin de travaux de rénovation. Par contre, ceux qui sont bien situés près des transports, dans des mouvements baissiers, les prix ne bougent quasiment pas et gardent leur valeur. Au-delà de tout ça, l'inquiétude, elle est sur le marché. On parle bien sûr de l'accès à la propriété, évidemment, il faut qu'il y ait plus, on ne fait pas assez, mais la location, le parcours résidentiel, la location, c'est quand même fondamental. Je regardais encore hier sur Figaro Olivier, Immobilier. il vient souvent avec ces chiffres-là et c'est toujours un hyper exemple parlant vraiment sur la concret. crise du marché. Figaro Immobilier, je regardais le nombre d'annonces à la vente à Paris. 14 200. Biens en location dans le privé, 2800. Vous voyez l'écart qu'il y a. Je regarde pour Rennes. Biens à la vente, 1600 annonces de biens à vendre à Rennes. Location, 86. Alors là, je me dis, c'est pas possible, je regarde Se Loger. Se Loger, alors effectivement, il y a un peu plus de biens à la vente à Rennes. Il y en a 2000, location 304. 7 fois moins de location traditionnelle dans le privé. On a une part de plus en plus importante de gens qui ont basculé. Alors, par opportunisme ou pas, sur Airbnb et sur d'autres réseaux. Olivier, t'es sur du meublé, t'es sur du nu? Non, mais justement, sur à la fois le meublé et le classique et le nu, il y en a quasiment plus. Donc on pense aux étudiants, on pense à tous ceux même qui divorcent, décohabitent, déménagent, ont besoin d'une location. Comment faire? Au-delà de l'accès à la propriété, bien sûr, on le souhaite. La location, il y a un vrai problème. Il faudrait peut-être arriver à simplifier là-dessus, de revoir aussi le statut du bailleur privé, redonner confiance aux investisseurs, parce que là, vraiment, on a un problème de logement. Bien sûr. Bon, après, un des sujets pour les investisseurs... Il y a le problème du logement et pour les investisseurs, il y a le problème du DPE. On a Bernard qui nous suit depuis quelques jours, qu'on salue, qui nous a écrit plusieurs messages, notamment en réaction à un sujet qu'on a fait la semaine dernière sur les panneaux solaires avec un diagnostiqueur. Notre auditeur nous écrit qu'il y a un problème différent quand on est... comment résumer cette question, Marie? Parce que Bernard, on vous embrasse. Mais Bernard nous a envoyé 2 questions hyper longues et c'est la preuve qu'il compte sur nous pour lui répondre. Mais globalement, si je devais résumer les questions de Bernard, il s'interroge. Sur l'enjeu de la pose de panneaux solaires. On rappelle que les panneaux solaires ne sont pas subventionnés. Par ailleurs, sur l'idée de pouvoir en mettre dans les copros, notamment les copros parisiennes. Comment je fais? Est-ce que vraiment installer un panneau solaire, ça me permet effectivement de faire des économies en énergie? Est-ce que ça joue sur le DPE? Je m'adresse à tous les deux. Brice, je sais que vous avez potassé un peu cette question-là. Il y a un truc à gagner ou pas? Il y a le contact de Bernard. Notre affection éternelle. D'accord, je vais le faire pour Bernard. Non, plusieurs choses. Déjà, ça dépend où on se trouve, maison individuelle ou en copropriété. Là, il nous parle de copro, là, pour le Si on est en copro, faut rappeler que ça fait l'objet d'une décision en Assemblée générale. De mémoire, je crois que c'est une décision qui doit se faire sur la majorité absolue. Donc Majorité absolue, absolument. Oui. Après, il faut qu'on fasse une déclaration préalable auprès de la mairie. Donc ça va dépendre de la sensibilité de la mairie, puis ça va dépendre du secteur dans lequel on se trouve. Je vais être très clair avec vous. Vous vous trouvez à Versailles, proche du château ou même pas proche du château, j'ai envie de vous dire que vos chances sont nulles. Ouais. Vous devez avoir l'autorisation. Et puis. À Paris, là, vraiment, parce qu'avec le PLU bioclimatique, en fait, le plan local d'urbanisme bioclimatique, en fait, on encourage justement végétaliser les toits ou justement mettre des panneaux solaires à Paris. Ça peut passer. Ça peut passer, ça pourra passer. Ça n'a pas encore été voté officiellement, mais ça pourra passer. Et du coup, pour le DPE. Ouais, c'est ça, pour le DPE. Et alors, ça va dépendre. Si Bernard est sous les combles et que la copro l'autorise à poser un panneau solaire pour son logement. À lui, 2 solutions. Soit il le pose pour revendre la production d'énergie à EDF et auquel cas il n'y a aucun impact sur le DPE. Ouais. Si en revanche Bernard le fait et qu'il est sensible à la cause planétaire et que l'idée c'est pas de spéculer sur le EDF, mais qui veut chauffer pour pouvoir récupérer et chauffer notamment l'eau chaude, qui récupère par le biais du solaire la capacité de pouvoir chauffer, l'eau chaude. En gros, il fait des à ce moment-là, en effet, il peut espérer au moins le gain d'une étiquette. Restons mesurés, au moins une étiquette, mais en effet, ça va avoir un
véritable impact sur le. Donc voilà, les panneaux solaires, c'est pas subventionné, mais ça peut évidemment vous permettre de réduire vos coûts, vous permettre de spéculer accessoirement, effectivement, quand même. Oui, mais et par ailleurs, plus d'amélioration. On peut faire les deux, je crois, Brice. Il me semble qu'on peut à la fois consommer ce qu'on gagne grâce aux panneaux solaires, et si on a un surplus, pouvoir vendre à EDF en faisant un mix. Mais bon, bref, si le mix est fait, peut-être que le gain énergétique de l'étiquette sera moindre. Évidemment, mais voilà, en gros, le panneau solaire, certes, c'est pas subventionné, mais ça peut quand même avoir des impacts considérables pour vos dépenses en énergie et pour la planète au sens large. Comme on parle DPE, les gars, j'ai envie de vous dire, on en est où? Toutes les semaines, on a des annonces sur le mode de calcul du DPE, ma prime rénov, tout ça. Je vais tout englober parce qu'il nous reste que quelques secondes. Clairement, on en est où? Moi, je pense que c'est à la fois, sur les annonces gouvernementales et le DPE en lui-même, c'est à la fois du bon sens et c'est un non-sens. Le bon sens, c'est de se dire on s'est trompé. Sur le calcul des surfaces de moins de 40 mètres carrés, c'est bien de dire voilà, on s'est trompé, on va recommencer. Par contre, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que, quelque chose qui est aussi important, et on le voit sur le coût des acquisitions, les travaux, le DPE, en fait, de dire on s'est trompé, de dire on revient aussi sur la rénovation énergétique ou sur les enveloppes, le DPE, on ne comprend plus rien. Ouais. Et donc, dans un moment où on a besoin de confiance, de transparence, de clarté, de visibilité, moi j'ai envie de dire aux investisseurs, attendez, parce qu'on va avoir des annonces là, dans quelques jours avec Christophe Béchu. Notamment sur ma prime rénov. Ma prime rénov. On parlait aussi de partir sur la rénovation globale, que c'était fini les monogestes et tout ça. Finalement, les monogestes, ça va revenir. Donc, on attend beaucoup de précisions. C'est vraiment très important. Et moi, je serais extrêmement prudent sur le DPE et l'application par rapport à l'année prochaine. On s'en reparle après la pub et on se redit quels sont les bons conseils, justement. DPE, bon sens et non-sens, voilà ce que vous nous dites, Olivier de l'équipe du Figaro. Bon, si je vous résume la première partie, il y a un frémissement. Paris, moins 10% en moyenne sur les prix. Certains quartiers qui tombent en dessous de 7000, notamment du côté de la Chapelle, dans le Nord. Le retour des primo-accédants, c'est ce que Brice nous a dit. Et puis voilà, des opportunités de visiter et de faire des offres. Un marché moins facile, mais voilà, avec un petit peu de dynamique. Marie nous a brillamment résumé la question du éditeur de Bernard, à qui on a répondu sur le panneau solaire. Et puis juste pour remettre un clin d'œil à Bernard, il nous dit le solaire ne dispense pas du diagnostic, mais permet d'améliorer la note, ce qui implique des travaux moins onéreux d'isolation. Ouais, c'est exactement ce qu'on lui dit. Il faut retenir. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve juste après la pub. Tout pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business, Laure Closier. Recherche Talent, c'est la seule émission qui fait passer un entretien d'embauche aux chefs d'entreprise. Ils croient en leur boîte, ils ont envie de vous recruter, mais vous, est-ce que vous avez envie de les rejoindre? C'est toute la question et c'est toutes les semaines sur BFM Business. Recherche Talent avec Laure Closier, tous les mercredis à 22h sur BFM Business. Encore. Profitez de votre programme avec Boursobank, encore classée banque la moins chère pour la 16e année consécutive. Avec Clicoon, soyez alertés au quotidien des appels d'offres publics qui concernent votre entreprise et offrez-lui de nouvelles opportunités de développement. Clicoon, spécialiste des appels d'offres dématérialisés. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'éco. Tout pour investir, les experts de l'IMO. Votre argent, c'est votre immobilier, c'est tout pour investir. Tous les vendredis, on est en équipe pour décrypter les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur. Marie, allumez votre micro. Très dissipé ce vendredi midi, je ne vous cache pas. Nous sommes avec Marie Cœur de Groix, qui est branchée. Nous sommes avec Brice Cardi du réseau L'Adresse et puis Olivier Marin, notre confrère du Figaro, qui n'est pas venu les mains vides. On peut déjà montrer votre lecture du week-end. Peut-être pour ceux qui nous suivent en écran, vous voyez le magnifique magazine Propriété, le Figaro. C'est les 35 ans qui sortira en kiosque mardi prochain. Donc merci de le montrer en
avant-première, merci. Attendez, regardez, comme ça on ne pourra pas oublier à la fin, je ne sais pas si vous me voyez en régie, il est très très beau, il est tout chaud. Merci, 35 ans d'inspiration. Bah ouais, Merci ça fait 35 ans que vous y êtes Oui, 1989. Oh là là. Ouais. Bon, chers tous, nous avons besoin de la réaction de Brice sur le sujet DPE, bon sens, non sens. Alors je sais pas si ça va se voir sur mon visage, mais non, sur le principe, moi je vous le dis, je suis en colère. Je suis très en colère parce qu'on dit toujours que logiquement, quelqu'un d'aguerri, d'intelligent ne reproduit jamais deux fois la même erreur. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le DPE, c'est pas nouveau. On l'a rendu opposable en 2021. Il devait rentrer en ligne de compte en janvier. On a décalé en juillet parce qu'on s'est aperçu que finalement la filière était absolument pas préparée, formée et le reste. Là, on nous ressort cette aberration. Nous, on s'est intéressé à recevoir les plus grands qui font justement, qu'on les donne dans la prise, qui font les diagnostics. On a essayé vraiment de comprendre quels allaient être les modes de calcul. En effet, il y avait du bon sens sur les petites surfaces. L'impact d'une fenêtre qui prend 2 mètres carrés n'a pas le même impact si votre appartement fait 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés, et s'il fait 45 ou 60 mètres carrés. On nous avait dit ça. On nous avait dit aussi que le cumulus pour chauffer à l'électrique, si vous avez 75 litres pour un appartement de 30 mètres carrés, forcément, si vous avez le même volume pour un appartement de 80 mètres carrés, ça va. Bref, tout ça pour vous dire que nous, on est des obsédés du pratico-pratique et qu'on s'est amusé à regarder sur l'ADEME. Et il s'avère, alors je reviens, vous allez me dire que je suis en boucle, mais on revient sur Vitry, il n'y a pas de hasard. On a eu la chance d'avoir l'immeuble d'un bailleur qu'on gère depuis plusieurs années, qui a eu la bonne idée de rénover justement l'intégralité de son immeuble. Donc on parle d'un petit immeuble avec 6 logements qui font à 1 mètre carré la même surface, qui ont été rénovés exactement par le même professionnel, donc ce sont exactement les mêmes cumulus, ce sont les mêmes fenêtres à double vitrage qui ont été posées, etc. Et bien tenez-vous bien, quand on va sur l'ADEME, on en a 1 sur 2 qui répond et 1 sur 2 qui ne répond pas au niveau de l'amélioration. Et il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication. Donc là, quelque part, moi ce qui m'ennuie, alors tout à l'heure pour revenir sur ce qu'a dit Olivier, pareil, 1er janvier, on enlève monogeste, rénovation globale, alors qu'on a déjà du mal, pour ma prime rénov, alors qu'on a déjà du mal parfois à obtenir déjà 3 000 € d'un propriétaire. On a eu le patron de Prime Énergie là, cette semaine qui nous disait que le nombre de travaux s'était effondré depuis le début de l'année. Hein. Alors, le seul sujet sur lequel je suis plus raisonné, mais après vous me direz, forcément je suis là un petit peu pour défendre l'intérêt de la profession, c'est quand Olivier dit, en gros, moi je suis investisseur, etc., j'attends. Nous, c'est tout ce qu'on veut craindre, c'est tout ce qu'il faut craindre, c'est l'attentisme. Oui, mais là, il faut quand même être prudent. Il y a aussi le rôle, c'est d'alerter sur le fait, comme il y a doute, on ne va pas dire aux gens, allez-y, foncez. Peut-être BCE, moi je suis assez d'accord avec lui. Mais pour ça, je vais m'expliquer, Olivier. Ah, parfait, nous attendions effectivement l'explication. Je vais m'expliquer. Non, bien évidemment, l'idée, c'est de pas mélanger vitesse et précipitation, mais l'idée, justement, c'est d'être accompagné. Parce qu'une fois de plus, à tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc nous, clairement, ça fait 1 an et demi qu'on bosse sur le sujet. Donc on n'a pas attendu finalement nos gouvernants, parce que forcément. Oui, mais Brice, je suis désolée, je vous interromps, mais à un moment donné, vous pouvez tout anticiper ce que vous voulez. Ils changent d'avis comme de chemise. Donc à un moment. Alors justement, vous anticipez quoi? Je vous réponds de manière très concrète. Là, je vous assure que c'est pas le fruit du hasard. Le résultat de l'ADEME, là, je l'ai eu là il y a une demi-heure avant de rentrer sur le plateau. Donc en gros, c'est un truc de dingue. Porte gauche, on gratte une lettre. Porte droite, c'est le même logement, c'est la même isolation, c'est mitoyen de la même manière. Le même étage, tout pareil. L'ADEME, le même truc, tous les mêmes. Il y a peut-être 0,5 mètres carrés de différence. Bon, bref. Nous, on a mis en place, depuis plus d'1 an, accompagné par des diagnostiqueurs professionnels, on a mis en place ce qu'on appelle le DPE projeté. Le DPE projeté, je vous donne l'exemple parce qu'on n'a pas attendu que l'ADEME nous annonce une mauvaise nouvelle. On se dépêche, Brice, parce qu'il y a d'autres sujets que je veux aborder. Bon, DPE projeté, par exemple, pour ce logement-là, en l'occurrence, le cumulus fait 75 litres. Si on passe en 50 litres et si on fait juste une isolation des murs sur 3 mètres carrés, on gratte de lettres. Oui, donc vous avez projeté, ça veut dire c'est le sens pratique d'un professionnel qui n'attend pas un algorithme mal calculé. Et faire dans la dentelle pour pouvoir gagner les lettres. Et tout ça, ça veut dire en gros pour moins de 2 000 €, et finalement le problème il se résout en une solution. Oui, on est bien d'accord. Encore faut-il qu'on soit aidé au monogène. Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui ont réalisé un DPE il y a peu de temps? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui l'ont fait il y a 3 mois, 4 mois, par rapport à qui l'ont demandé? Ils sont passés par quel artisan ou quelle fédération, sur quel calcul? Enfin, ça va remettre en cause aussi beaucoup de choses. Alors, on veut être exemplaire. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin là-dessus? Si on dit qu'on arrête en janvier prochain, on casse toute la dynamique. Et derrière, il y a de l'emploi, il y a des artisans, il y a des travaux. Mais donc, on est dans une
une frénésie en fait entre les deux. Qu'est-ce que l'on fait? Il y a le bon sens de la planète, il y a effectivement la prise de conscience environnementale. C'est le sens de l'histoire, il faut faire quelque chose. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on dit? Si on parle aux clients, on leur dit en effet, si on parle aux gouvernants, c'est d'être peut-être plus à l'écoute, mais je crois qu'on va reperdre du temps, plus à l'écoute des professionnels, ceux qui sont réellement on fera une émission spéciale DPE. Par exemple, le DPE projeté, il n'a pas été proposé, il n'a pas été entendu. Non, mais ça compte dans l'estimation du prix d'un bien immobilier. C'est pour ça que c'est important. C'est lié. Et pour un investisseur, tout pour investir, et c'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Bon, maintenant on parle des JO, c'est quand même hyper plus motivant. On est d'accord? Marie, elle est très branchée JO. Ah mais non, elle est très branchée JO, elle va le subir les JO, mais bon. Alors motivée, je ne suis pas sûre que ce soit le bon adjectif, parce qu'à lire nos auditeurs, on est quand même plutôt déprimés. Mais je vous laisse lancer le sujet, Marie. Oui, parce que alors on va se placer des deux côtés, locataires et propriétaires. On commence par les propriétaires parce qu'on a des questions de propriétaires. Pareil, on va pas les lire parce qu'on va perdre un temps fou, mais si, je vous lis celui-là. C'est Isabelle qui nous écrit. Habitant en province, je confie la location de courte durée d'un appartement à Paris, 31 mètres carrés, à une conciergerie. Celle-ci fixe les prix et j'ai constaté une augmentation de 600% du prix de base au moment des Jeux Olympiques, donc comparativement à la période basse, vous avez compris. Ceci ne risque-t-il pas de décourager les visiteurs? D'ailleurs, je n'ai toujours pas de réservation pour la période des JO. On est le 1er mars, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Qu'en est-il du secteur locatif dans ce domaine au moment des JO? Et Jean-Yves, c'est pour ça que je vous disais ça, nous pose plus ou moins la même question. Il a des difficultés à trouver des gens pour louer son appartement qu'il a mis à la location pour les JO. Concrètement, les bonnes règles pour bien louer pendant les JO, est-ce que c'est trop cher? C'est une question de prix? C'est quoi? C'est peut-être trop tôt, peut-être? C'est ce que j'allais vous dire, moi, c'est le timing. Le principe, il ne faut jamais être avant, il ne faut jamais être après, il faut être dans le timing. Je ne suis pas spécialiste parce qu'on les JO, ça fait 100 ans qu'on ne les a pas eu. Donc ça serait prétentieux de vous dire que je suis spécialiste en la matière. Non, ce que je peux juste vous dire, c'est que si on écoute aujourd'hui ce que nous disent les organisateurs, je crois qu'il reste quand même un paquet de tickets à vendre. Oui, et donc vous pensez qu'en gros, pareil pour de la location saisonnière, tout n'est pas pris là? Je pense qu'il y a s'il reste beaucoup de billets aujourd'hui à vendre, et je crois qu'il en reste quand même beaucoup. Je crois que sur le Paralympique, ils en ont vendu qu'un tiers. Ouais. Et je crois que sur les jeux classiques, je crois qu'il en reste, si c'est pas un tiers, c'est au moins 20%, 25%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y prendre, peut-être pas la dernière minute, mais qui vont s'y prendre plus tard. Donc la première indication, parce qu'ils nous demandent, nos deux auditeurs, s'ils doivent attendre ou pas. Donc là, peut-être, on est à 5 mois des JO. On peut se dire sereinement que ça vaut le coup d'attendre un tout petit peu? 5 mois, même pas 4 mois. Quasiment 5. Mars, avril, mai, juin. Oui. Mais bon, ça dépend, parce que vous parlez de quoi? De la suraugmentation 600%, c'est ça? Ouais. Ouais, mais ça dépend. C'est vrai qu'on nous dit partout que ça augmente de manière faramineuse, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a quand même certains propriétaires bailleurs qui ont peut-être les yeux un peu plus gros que là, en l'occurrence, c'est une conciergerie. Donc en fait, est-ce que les prix sont trop élevés et du coup les gens ils vont pas en disant bon, j'attends un peu plus? Ou alors est-ce que les algorithmes des conciergeries, d'Airbnb pour ne pas le citer, sont déconnants? Une fois de plus, ça dépend du contrat qu'elle a signé avec la conciergerie. Si on parle juste de la période des JO, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que d'un côté vous dites c'est demain et en même temps 3 mois c'est pas demain. 5 mois, pardon. Je sais pas, bref, 5 mois. Si en revanche, là, elle se retrouve finalement pieds-mains liés avec la conciergerie et pendant toute la période antérieure, elle a perdu la main finalement sur la location de son logement, bah là c'est plus contraignant. Non, parce que là, qu'elle fasse une location nue, voilà. Non, mais alors après, si ça lui plaît pas, je suis désolé, c'est Nathalie, c'est ça? Non, c'était Isabelle. Justement, pour le coup, Jean-Yves, lui, il a 50 mètres carrés, secteur Batignolles, et il est autour de, donc il a regardé comparable en termes de il me dit autour de 500 € la nuitée. Et il ne sait pas quoi faire. Mais c'est vrai que 500 € la nuit pour 50 mètres carrés, Jean-Yves, même si vous en voyez qui partent, sauf à ce que vous soyez sur un truc hyper high level, enfin voilà, très bien meublé, avec potentiellement des services, ça me paraît extrêmement cher. Moi, j'ai regardé justement pour un autre sujet, et on va en parler sur les locataires et la sous-location. En ce moment, vous avez des studios parisiens, et je vous parle de grands studios parisiens, autour de 30 mètres carrés, qui se louent plutôt 200 à 300 € la nuit. Là, vous êtes à 500 € la nuit, en fonction du secteur où vous êtes. Moi, je tenterais quand même de baisser un tout petit peu mes tarifs parce que quand même à 500 € la nuit, par rapport à ce que vous pourriez vous faire dans de la location classique, même à 200, 300 € la nuit, vous serez bien. Donc peut-être avoir les yeux un petit peu moins... Être moins gourmand, c'est ça. Être moins gourmand, ou alors peut-être aménager différemment, peut-être le logement, proposer d'autres éléments serviciels. Encore une fois, il y a quand même un vrai sujet sur 1, regardez le calendrier, attendez peut-être encore un tout petit peu, et 2, la fixation de vos prix qui peut être un peu surévaluée. Enfin, quand vous me dites attendre ou pas, machin, etc.,
pardonnez-moi, mais on est sur un marché ultra tendu. Donc, quoi qu'il arrive, vous trouverez un locataire, que ce soit un locataire saisonnier, un locataire en meublé ou un locataire en location nue longue durée. Donc, très honnêtement, je ne crois pas que vous soyez dans un état d'urgence absolu. Si mais là, c'est 5 mois avant les JO, c'est 5 mois de loyer pas encaissé. Et bien là, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de louer au mois en meublé. Je pense typiquement, il y a Logis, il y a Flatlooker. Vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui vous permettent d'utiliser, de faire fructifier votre patrimoine en attendant les JO, tout en laissant votre annonce sur Airbnb. Vous pouvez fixer la date de location. On n'est pas sur un location by 89. Là, voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités pour ne pas attendre effectivement 5 mois que quelqu'un prenne pour dans 5 mois. Donc vous avez quand même la possibilité de mettre votre bien ailleurs. Je pense que c'est... Moi, je suis à deux doigts de m'évanouir. Entre la plateforme, le nom qui est cité et tout, là, encore un mot de plus et je tombe de mon tabouret. Alors justement, on va se placer du côté des locataires. Non mais très bien, Brice. Non mais très bien, Brice. Mais on parle à des propriétaires qui nous écoutent. Je plaisante, mais... Qui n'est pas gourmand pendant cette période-là? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, vous avez les Jeux Olympiques, vous vivez dans une ville haute, que ce soit Paris ou une autre, mais Paris a fortiori. Même quand vous êtes locataire, forcément, vous avez les yeux pleins d'étincelles en vous disant « Est-ce que je pourrais pas quand même faire quelques petits profits ?» Alors, question toute simple, pour nos auditeurs et téléspectateurs, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ça va les intéresser. Puis-je sous-louer légalement mon appartement? Avec l'autorisation du propriétaire, oui, mais avec certaines restrictions et conditions. Alors, on y va, Brice? Il n'y a toujours rien à gagner? Non. Ma reconnaissance éternelle. C'est une émission d'investissement, pas le juste prix. Pardon, mais je suis très joueur, c'est pour ça. Non, plus sérieusement, conditions, autorisation du propriétaire. Logiquement, s'il a l'autorisation, le locataire n'a pas le droit de dépasser le loyer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas le droit de cumuler, enfin, s'il fait un cumul à la nuitée ou à la semaine, ça ne doit pas dépasser son loyer mensuel. Donc, en gros, vous êtes en train de nous dire, Brice, qu'il n'y a pas de jackpot. Il peut juste finalement se substituer son loyer à autrui. C'est ça ou pas? Oui, non, mais c'est exactement ça. Est-ce que, par hasard, si moi, je me mets dans la peau d'une locataire que je suis... Vous faites sans demander. Et que je fais sans demander, qu'est-ce que je risque? Eh bien, si vous faites toper... soit le propriétaire, vous vous entendez avec lui et vous partagez le fruit de la récolte, ou même... Il peut récupérer 100% de la récolte, s'il est un peu dur. S'il est en conflit avec moi, ce que je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est qu'il peut simplement résilier votre bail. C'est totalement interdit. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a une condamnation de mémoire pas l'autorisation propriétaire. Donc c'est remboursement des gains, dommages et intérêts éventuels, plus résiliation immédiate du bail. Et puis il y a l'aspect assurantiel qui est important. Ça, là, je m'adresse à la fois aux propriétaires et aux locataires s'ils devaient par ailleurs obtenir un accord de leur propriétaire. On n'est pas assuré de la même manière, donc on ne peut pas compter sur sa propre assurance. Ça dépend une fois de plus des clauses, mais enfin généralement un contrat d'assurance, ça fait tellement de pages qu'on ne lit pas les alinéas. Mais vous avez parfaitement raison de le souligner. Si en effet, dedans, il y a de grandes chances que ça y soit, vous sortez du champ d'application de l'assurance, vous n'avez pas de bol, le locataire, le sous-locataire que vous avez mis, il met le feu à l'immeuble, etc., tout est pour votre pomme. Ouais, et attention d'échéance de garantie aussi, je crois, pour l'assureur qui dit allez, bisous, bye. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, toujours pour les propriétaires, et on termine sur les JO, accord de la copro, non, quand même, au passage? Pas forcément. Je crois que légalement, pas forcément. En tout cas, après, à voir. S'il y a des fêtards, que c'est le boxon dans tout l'immeuble avec les bruits de valises et tout ça, des cris de l'hystérie, des fêtes à n'en plus finir. Pas sûr que les voisins apprécient. Bon, à voir. On imagine comment Olivier va fêter les Jeux Olympiques. Moi, j'adore. Moi, je suis fan. Dans un prochain épisode de Tout pour investir immobilier, on parlera peut-être de ces citadins qui fuient les villes, notamment les villes où, évidemment, auront lieu ces Jeux Olympiques. Si vous faites partie de ces citadins, de ces propriétaires qui allaient quitter la ville en louant, pas forcément d'ailleurs en louant votre appartement, en le laissant vide et fermé. Et écrivez-nous pour nous raconter pourquoi vous faites ce choix. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Brice Cardi du réseau L'Adresse. Merci Olivier Marin, notre confrère, rédacteur en chef propriété du Figaro, dont on peut fêter les 35 ans en podcast du Figaro Propriété. Olivier, 35 ans en allant chez votre marchand de journaux acheter la revue. Et puis merci Marie Cardevroy pour cette belle semaine immobilière. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices à qui on a répondu partiellement parce que vous nous écrivez beaucoup. On avait des choses à dire sur MaPrimeRénov', on avait aussi des choses à dire sur le PTZ. Ces sujets, nous allons continuer à les creuser au quotidien. Et on salue les propriétaires bailleurs qui nous écrivent, les petits, qui nous disent il faut arrêter de dire que les propriétaires bailleurs sont tous des rentiers qui vivent sur leur tête d'or. Je pense notamment à Jérôme qui nous a écrit et puis une autre auditrice qui vient de nous écrire dans cet esprit-là, Martine, voilà, parce que les propriétaires ne sont pas tous des millionnaires.
ce que je pouvais relayer de votre parole, chers auditeurs, auditrices. Vous continuez à nous écrire, on continue à vous répondre, notamment Mike qui nous écrit pour savoir comment on fait pour acheter de l'ETF Bitcoin Spot en France. On va vous répondre, Mike, dans quelques minutes avec Amaury Tonquédec qui se prépare pour son édito crypto. On finit la semaine en parlant du Bitcoin qui se porte très très bien. À tout de suite.